La Baule du 16e sommet franco-africain, un sommet sur fond de crise économique. On parlera de la dette de plus en plus importante, politique. On évoquera la démocratisation de plus en plus réclamée. Le CNPF dit oui à l'ouverture de négociations sur les bas et moyens salaires, mais il ne prend aucun engagement et souhaite qu'elles se déroulent branche par branche. Ce soir, enquête à Rungis, les bas salaires dans le secteur du commerce de gros. Les dictées peut-être plus faciles à l'avenir. Le Conseil supérieur de la langue française joue la simplification, moins de traits d'union, d'accents circonflexes et de trémas. Une petite réforme, pas un chambardement. Bonsoir, ce n'est pas une révolution, virgule, juste une petite réforme, point à la ligne. Le rapport remis cet après-midi à Michel Rocard s'attaque tout de même au sacro-saint problème de l'orthographe française. Pour être concret, sachez que pique-nique s'écrira désormais sans trait d'union ou que le tréma d'aigu sera déplacé. Mais attention, pas d'application immédiate dans les écoles. Le rapport était simplement présenté cet après-midi au Premier ministre devant quelques spécialistes de notre belle langue française. Daniel Sportiello. Une grande réforme de plus? Eh bien non. Ceux qui pensent ça ont zéro. Juste une rectification, précisent prudemment les spécialistes de la langue française réunis à Matignon, et qu'il est difficile de coincer sur l'orthographe. L'avenir dira comment s'y retrouver dans les exceptions qui confirment la règle. Un casse-tête en moins. En tout cas, l'orthographe actuelle sera toujours considérée comme correcte. Les puristes vont hurler, ça c'est évident. Et que les enfants seront contents qu'on ait un peu simplifié l'orthographe française si compliquée dans ses accents, dans ses traits d'union, qui sont des pièges. Les instituteurs sadiques vont plus pouvoir traquer les pauvres petits écoliers. Ah si, mais même, vous savez, le championnat d'orthographe, ce n'est pas pour autant que ce championnat d'orthographe va s'arrêter, parce que les pièges de la langue française sont innombrables. Et il y en a encore beaucoup, et nous pourrons continuer de faire des dictées sadiques, pour reprendre votre terme, mais en vérité qui sont simplement amusantes parce qu'elles nous présentent la langue française à la fois dans ses charmes et dans ses difficultés. Pour l'orthographe future, ça risque d'être ennuyeux, peut-être plus pour moi que pour les élèves qui verront ces réformes consignées dans leur livre de classe, parce que ça sera tout neuf pour eux et ils seront peut-être moins choqués que les vieux croutons de mon genre qui avons appris à mettre NT au pluriel et les S et 2S, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui vont être un petit peu bousculées. Plus sérieusement, 22 chefs d'État, 33 pays représentés. Le 16e sommet franco-africain s'est ouvert il y a un peu plus d'une heure à La Baule. Jamais une telle conférence n'aura débuté sur des perspectives aussi sombres. Les événements des dernières semaines et les déclarations de François Mitterrand le prouvent. Le principal dossier abordé sera celui de la démocratie. Nous ne cachons pas notre attente que s'affirme de véritables démocraties en Afrique, a déclaré le chef de l'État. On rejoint tout de suite au sommet de La Baule, Marc Mémon. Ils sont venus, ils sont tous là ou presque, 22 chefs d'État et 11 pays représentés au niveau ministériel. La 16e conférence de La Baule commence officiellement par un dîner d'accueil offert ce soir par François Mitterrand. Au menu, la dette et la situation politique dans ces pays secoués depuis quelques mois par le vent de la démocratie qui souffle en Europe de l'Est. Ravagés par l'effondrement des cours des matières premières, les pays d'Afrique espèrent de la France un réaménagement, voire un effacement de leurs dettes, mais ils devront en contrepartie prendre des engagements pour établir la démocratie. La France veut les encourager dans cette voie, comme elle poursuivra son effort pour une utilisation plus rigoureuse des fonds versés. Elle respectera leur indépendance et leur souveraineté. Deux absents de marque à La Baule, le président de Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, et le maréchal Mobutu, président du Zaïre, pour cause de problèmes graves de politique intérieure. Cet après-midi, au cours d'une conférence de presse, le Premier ministre zaïrois a tenté de convaincre les journalistes qu'il prenait au sérieux les récents événements du Shabbat, au cours desquels, selon des observateurs internationaux, des dizaines d'étudiants auraient été massacrés. Mais il a réaffirmé son refus de voir une organisation humanitaire internationale enquêter sur place. Un arbre à palabres version Loire-Atlantique, c'est la fonction de cette conférence, informelle, sans ordre du jour. Pendant 3 jours, les délégations vont se rencontrer, s'expliquer. La France, quant à elle, tentera de faire passer le message que les rapports franco-africains doivent déboucher sur une coopération sur des bases plus saines.
Problème politique et problème économique lors de ce sommet, comment ne pas aborder alors celui de la corruption? Dans certains pays africains, les richesses existent, mais la redistribution s'effectue mal ou pas du tout. C'est le cas notamment au Gabon, à Port-Gentil. L'argent du pétrole ne semble pas profiter à la relance générale du pays. Reportage Pierre Babet et Patrick Millerio. La zone industrielle de Lomé à Libreville, on l'appelle le quartier sénégalais. On l'appelait plutôt, car chassés par la crise, les Sénégalais sont partis. Ça fait 2 ou 3 ans qu'ils ont compressé beaucoup de monde. Hein. À cause de la crise? À cause de la crise, ce qu'ils disent. Pourtant, le pétrole coule toujours au Gabon. Il rapporte moins, c'est vrai, mais il enrichit toujours aussi inégalement. Paradoxe, dans ce pays producteur, le litre de super coûte 6 francs 60. C'est un peu cher ici. La banane est foutue parce que vous ne pouvez pas construire les routes. Tous les jours, sur le marché de Montbouette, c'est la même histoire. Les produits arrivent avariés. Ils ont trop traîné sur de mauvaises pistes. Pas de route, mais où est donc passé l'argent du pétrole? Dans les poches de nos dirigeants. Voilà où il est passé. Si le Gabon, les richesses du Gabon étaient bien gérées, je pense que chaque Gabonais n'aurait même pas payé des impôts. L'argent du pétrole, il n'a pas coulé partout. Il s'est arrêté ici, aux portes de ce quartier populaire, Kingélé. On y vit beaucoup plus mal qu'il y a à peine 10 ans. Il n'y a pas l'argent, on ne sait pas, les gens sont dans la poche des gens. Là, on a prévu une école et puis bon, on ne sait pas quand ça va venir. C'est ça qu'on se plaint. Il n'y a pas d'éclairage dans ce quartier? À partir de où vous avez vu derrière, il n'y a pas d'éclairage, mais devant aussi non plus. Il ne faut pas tricher. Il ne faut pas dire aux gens que nous avons 14 millions de tonnes de pétrole et que vous leur direz de serrer la ceinture. Ça, monsieur, ça ne peut pas passer. Le peuple ne comprend pas ce discours. Vous lui dites que le dollar a diminué, que le prix du baril a diminué. Lui, il s'en fout. Pour lui, vous lui avez annoncé une forte augmentation de production de pétrole. Eh bien, lui, il s'en tient à cela. Du bois en abondance qui s'ajoute au pétrole, à l'uranium, au manganèse, le Gabon est riche. Seulement, 2% de la population se partage 80% de cette richesse. Quand l'Afrique demande plus de démocratie, elle réclame aussi un partage plus équitable de l'argent. François Mitterrand, très présent sur le dossier africain, on vient de le voir, mais le président de la République intervient depuis quelques semaines aussi sur la politique française et notamment sur le social. C'est le cas dans une très longue interview accordée aujourd'hui à nos confrères du Monde. Michel Lemerle, vous l'avez lu très attentivement, et c'était à une formule de l'un de ses prédécesseurs que vous fait penser cette intervention du chef de l'État. C'est un peu la politique du oui mais. Oui, c'est un peu à la fameuse formule de Giscard que fait songer cette interview sur la plupart des grands sujets abordés. Le social, par exemple. Oui, il faut donner priorité aux bas salaires. Oui, il faut une nouvelle étape sociale. Mais il faut aussi que le gouvernement préserve les acquis économiques. Sur le Front National, oui, il faut plus que jamais combattre le Front National, mais il faut pas le faire sous forme répressive. Il faut, dit le chef de l'État, répondre dans le calme, dans la fermeté et avec conviction. Sur le gouvernement et sur Michel Rocard en particulier, oui, je souhaite qu'il réussisse. Mais dans le même temps, François Mitterrand laisse entendre qu'il pourrait y avoir un remaniement ministériel et il précise, vous le saurez en temps voulu. Et même sur l'hommage attendu en cette période au général de Gaulle, oui, j'ai combattu sa politique, mais l'homme était grand du début à la fin. Merci Michel, et vous allez le voir, le oui mais c'est apparemment le mot du jour. C'est en effet la réponse qu'a fait aujourd'hui le CNPF à Michel Rocard. Le Premier ministre avait demandé au patronat d'ouvrir des négociations dans toutes les branches professionnelles pour revaloriser les bas salaires. Réponse mitigée aujourd'hui des patrons français. Reportage Claude Guénaud, Christos Camillieris. La réponse du CNPF à Michel Rocard commence aussi par un oui mais. Après avoir réuni ce matin ces fédérations professionnelles, le patronat a constaté que des négociations étaient en cours dans de nombreux secteurs, mais il s'est refusé à s'engager plus loin. Il s'agit de négociations qui ont lieu au niveau des branches et que nous saurions nous engager à leur place. Le CNPF a aussi plaidé une nouvelle fois pour une réduction des charges sociales, afin de rééquilibrer le salaire indirect au profit du salaire direct. Évidemment, toute mesure qui irait dans le sens d'un allègement de ces charges aiderait à faire avancer ce dossier et notamment aiderait dans les négociations.
Il faut donc attendre encore une semaine pour savoir si le gouvernement se satisfera de la réponse que lui a apportée aujourd'hui le CNPF. Celui-ci s'est déclaré d'accord avec la méthode proposée par Michel Rocard, mais il refuse de négocier sous la pression et dans la précipitation. Au centre du débat social donc aujourd'hui, les bas salaires, un chiffre symbole. Tout d'abord celui du SMIC qui s'élève exactement à 5 156 francs 19 centimes. Gros plan ce soir sur un secteur où les salariés sont défavorisés. Le commerce de gros, un employé sur deux touche le salaire minimum. Reportage Marie-Hélène Tichou et Pierre Michel. En France, 600 000 employés travaillent dans le commerce de gros. 1 sur 2 gagne le SMIC. Les salaires sont définis en fonction de la grille de la branche ou selon l'accord d'entreprise quand il existe. C'est le cas chez Pomona, grossiste en fruits et légumes, implanté entre autres à Rungis. L'entreprise est leader sur le marché français. Il y a à peine 2 ans, Pomona a ouvert une nouvelle unité de mûrisserie de bananes. 25 personnes y travaillent. La politique sociale est négociée avec les syndicats. Les plus bas salaires sont ceux des femmes affectées au conditionnement. La société définit le cadre général. On préfère rester leader et modèle dans ce domaine plutôt que de s'aligner tout simplement sur ce qui peut se passer dans notre environnement. Vous gagnez combien? 4007 net. Ce salaire comprend l'ancienneté, la prime de transport. À cela s'ajoute le 13e mois, la participation et une prime en cas de réalisation des objectifs. Un revenu supérieur au salaire pratiqué dans la branche. Oui, mais pour le travail qu'on fait, j'estime qu'on pourrait gagner un peu plus. Parce que toujours faire pareil, et puis aux cadences qu'on va, on pourrait gagner un peu plus encore. Et comment vous en sortez financièrement pour votre famille? Heureusement que je suis mariée, parce que si je ne serais pas mariée, je me demande comment je ferais. Parce que donner 1600 francs à une nourrice, plus 2005 de loyer, à la fin du rouleau, il ne reste pas grand-chose. Quand il n'y a pas d'accord d'entreprise, l'accord de branche joue ce rôle. Or, une partie des minima est inférieure au SMIC. Seuls les compléments salariaux portent les feuilles de paie au niveau légal du salaire minimum. À ce jour, 5 156 francs bruts par mois. Pour le commerce de gros, les négociations sont en cours. Pour l'instant, pas d'accord. Entre les partenaires sociaux, ils doivent se retrouver lundi. À l'étranger, le processus de démocratisation fait un pas de plus en Afrique du Sud. Une loi abolissant l'apartheid dans tous les lieux publics vient en effet d'être votée au Parlement du Cap par tous les députés sud-africains, à l'exception de l'extrême droite. À partir du 15 octobre prochain, les lieux publics seront donc ouverts à toutes les races en Afrique du Sud. Calme relatif en Roumanie, la place de l'université n'est plus occupée par les opposants, mais ce calme masque en fait une situation toujours très tendue. 3 des principaux opposants ont été arrêtés hier soir. Jérôme Catala. Symbole de l'inquiétude qui s'est de nouveau installée en Roumanie, Claudia Monteanu, la femme du leader étudiant interpellé hier, s'est réfugiée à l'ambassade des Pays-Bas, seul endroit où elle se sent en sécurité. Car l'on n'a toujours aucune nouvelle de son mari, Marian Monteanu, grièvement blessé par les mineurs la semaine dernière, arrêté par la police dans l'hôpital où il était soigné et amené dans un lieu toujours inconnu. 2 dirigeants de l'opposition ont subi le même sort, les 3 hommes sont inculpés d'incitation à la violence. Face à ce durcissement des autorités, la réprobation internationale se fait elle aussi plus nette, et même si François Mitterrand estime qu'une suspension de l'aide à la Roumanie ne ferait qu'alourdir les dures conditions de vie des Roumains, l'OTAN a exprimé son inquiétude, la communauté européenne a suspendu la ratification d'un accord de coopération économique et surtout, pour l'ambassadeur américain à Bucarest, il est clair que le processus démocratique s'est arrêté en Roumanie. En conséquence, il n'y aura pas de représentant de l'ambassade américaine demain matin à la cérémonie d'investiture de Ion Iliescu. Un camouflet diplomatique dont se serait bien passé le nouveau pouvoir roumain qui a plus que jamais besoin de l'aide internationale. Aujourd'hui, après les affrontements d'hier soir, Bucarest a connu une journée tranquille et le quotidien indépendant Romania Libera a même reparu après avoir été interdit de parution pendant 4 jours. Tout cela peut donner l'illusion d'un calme relatif et c'est bien l'image que veut donner le régime roumain avant l'investiture du président Iliescu demain. Signature cet après-midi à Paris des accords de Schengen. Les accords de Schengen en clair, c'est le début de l'Europe. La libre circulation autorisée, sans passeport évidemment, à l'intérieur de 5 pays, la France, la RFA, la Belgique, la Hollande et le Luxembourg. Une ouverture de frontières qui a provoqué certaines inquiétudes. Conséquence, la coopération policière, douanière et judiciaire a été renforcée entre les 5 pays. Explication, Béatrice Nivois.
Cette signature ne changera rien avant 2 ans. En matière de sécurité, pour permettre l'ouverture des frontières communes à la RFA, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et la France, il a fallu instaurer une coopération douanière, policière, judiciaire. Seuls des contrôles aux frontières extérieures seront possibles. Un passager à destination de Paris via Bruxelles sera contrôlé une seule fois à Bruxelles. Si les polices auront un droit de poursuite, un criminel recherché par la France et se trouvant en RFA ne pourra être arrêté que par la police allemande. Un fichier informatisé sera mis en place à Strasbourg. Chaque pays pourra l'utiliser, mais jamais à des fins administratives. Les procédures d'extradition seront également soumises à des règles communes. Politique commune de visa, les 5 possèdent en effet la même liste des 100 pays soumis à visa. Enfin, pour le droit d'asile, chaque réfugié aura l'assurance que son dossier sera examiné. En contrepartie, il ne pourra pas faire plusieurs démarches. La Convention de Schengen a en tout cas des airs de répétition générale de l'Europe telle qu'elle sera en 1993. Cassie a 3 mois et demi. C'est une superbe petite fille, mais elle n'existe pas, légalement du moins. Commencer son histoire par des parents un peu distraits, ajouter ensuite une administration comme d'habitude très tatillonne, et vous comprendrez que ce bébé n'a été inscrit sur aucun registre d'état civil. Cela n'empêche pas son frère Maxime de l'adorer. Reportage FR3 Lyon, Yannick Larossi et Pierre Lachaud. Cassie. Même Cassie. Maxime aime bien Cassie, pourtant un certain flou règne autour de son existence, légale tout au moins. À part ça, tout va bien, elle a 3 mois et demi et se porte pour le mieux. Ce qui explique la case vide dans le livret de famille, c'est peut-être une erreur d'inattention. Personne n'a déclaré Cassie. Les parents pensaient que la maternité le ferait comme pour leur premier enfant. La maternité a pensé que Dominique, le père, irait la déclarer et en même temps la reconnaître. Le délai légal étant dépassé, Corinne et Dominique s'adressent au tribunal. Mais attention, Cassie, prénom masculin chez les Kabyles et féminin chez les Anglo-Saxons, n'est pas vraiment recevable. En aucun cas, l'instruction générale d'état civil est formelle sur ce point, ne peut accepter, l'officier d'état civil ne peut accepter de prénom de pure fantaisie, ce qui, à mon sens, est le cas en ce qui concerne Cassie. On ne peut plus l'appeler autrement que Cassie. C'est Cassie depuis l'âge de 4 mois dans le ventre de sa mère, c'est Cassie. Voilà. En dernier ressort, le tribunal tranchera. En attendant, Cassie n'existe toujours pas pour l'état civil, ce qui bloque allocation familiale et logement, de même qu'une demande d'emprunt. Ce qui pose également une nouvelle fois le problème de l'application d'une loi laissée au libre arbitre de l'officier d'état civil. Après tout, Cassie ne sera pas forcément un prénom difficile à porter. Tout de suite, les autres faits marquants de l'actualité en France, grâce aux images de nos stations régionales. Commentaire, Sophie Guillou. Vent de scandale sur l'hôpital de Nancy. Un de ses médecins les plus réputés est gardé à vue depuis le début de l'après-midi. Il est accusé d'avoir demandé des dessous de table avant d'opérer certains de ses patients. Le professeur Lermite, spécialiste en urologie, a été interpellé à la suite d'une plainte contre X déposée par une association de consommateurs. Séance mouvementée pour le 2e jour du procès du Gall devant la cour d'assises spéciale de Pau. L'audience a été suspendue en raison d'un malaise d'un des accusés. En tout, 4 membres présumés du Gall comparaissent toute la semaine pour l'assassinat de 2 réfugiés basques espagnols. Les instits et les profs de collège tiennent congrès depuis ce matin. Le SNI-PEGC, le principal syndicat enseignant, se réunit à Limoges. À l'ordre du jour, la recomposition du paysage syndical. Son secrétaire général Jean-Claude Barbaran a déjà appelé à la création d'une grande confédération réunissant tous les syndicats, excepté la CGT. Et puis à Nantes, la grève des bus s'enlise. Malgré les tentatives de la direction d'imposer un service minimum, seulement une dizaine de bus ont pu sortir de leur dépôt en raison de l'opposition des grévistes. Le mouvement continue demain sans espoir pour l'instant de voir se débloquer le conflit. Football, le mondial avec la rencontre RFA-Colombie qui s'est achevée il y a moins d'1 heure. Match nul 1-1 entre les 2 équipes avec un superbe retournement de situation pendant la rencontre. Alain Dorgans. Tous les sifflets ne sont pas crédibles, surtout celui de M. Znoudi, laxiste et tolérant envers la RFA. Pas le moindre avertissement pour Augenthaler, qui tacle sévèrement Valderrama. À l'image de M. Agnolin, l'arbitre irlandais devrait être mis à l'index. L'action colombienne la plus dangereuse de la première mi-temps, ce centre de Rincon, repris de la tête par Estrada. Les coéquipiers de Mataous, étrangement lymphatiques, se ressaisissent grâce à ce but de Pierre Lidbarski. Tir tendu dans un angle fermé de l'attaquant de Cologne.
Les Colombiens arracheront l'égalisation dans les arrêts de jeu par Rincon qui qualifie son pays pour les huitièmes de finale. Le Cameroun, la Colombie dans la cour des grands, c'est la révolte des équipes présumées plus faibles. La joie colombienne manifestée dans une exubérance colorée et sous des dessous affriolants. Une dernière information de football beaucoup moins affriolante pour vous dire qu'Eric Cantona signera sûrement la saison prochaine à l'Olympique de Marseille. La rumeur se confirme. Culture, la fièvre des Rolling Stones envahit Marseille. Les Papy Rockers vont entamer demain soir leur tournée française avec un concert exceptionnel. La Canebière n'en croit pas ses yeux et attend de pied ferme Mick Jagger et ses pierres roulantes. Reportage, Gabriel Brisset. Flashback, ce sont bien les Stones, c'est bien l'aéroport de Marignane, mais ce n'est pas cette fois, c'est l'autre, la dernière. La dernière fois que les Stones avaient foulé le sol marseillais, c'était le 30 mars 66. Ils étaient venus à la Salle Vallier devant 3000 personnes. 24 ans après, les fans sont toujours là, plutôt impatients. Depuis 5 jours, 350 personnes travaillent ici sans relâche. 5 jours pour monter la scène, 1 jour et demi pour la démonter. Les Stones donnant concert sur concert, il y a 3 scènes comme celle-ci qui circulent en même temps dans toute l'Europe. Demain soir, dans le public, il y aura les anciens, ceux qui étaient plutôt Stones que Beatles. Il y aura les irréductibles, les nostalgiques des années 60. Et puis des jeunes comme les Yoda Steers, ils ont 16 ans, eux aussi, ils touchent du rock. C'est pas nouveau, quoi. Mais tout ce qui est rétro n'est pas mauvais, quoi. Rétro, pas rétro, en tout cas, ils seront 50 000 demain à s'asseoir dans le stade Vélodrome. Au lieu d'applaudir l'OM, ils applaudiront les Stones sous l'œil vigilant de 100 personnes chargées de la sécurité. Moindrement que les Rolling Stones, les hommes politiques sont souvent sérieux, parfois même trop sérieux. Il leur arrive pourtant de lâcher ici ou là une perle qui déride l'hémicycle. Et c'est pour rendre hommage à ces bourdes involontaires ou volontaires qu'a été remis aujourd'hui le prix de l'humour politique. Couronné cette année, le député maire d'Épinal, Philippe Seguin, il avait égratigné avec talent Valéry Giscard d'Estaing. Reportage Philippe Dessevski et Pierre Michel. En 1974, les Français voulaient un jeune, il s'agissait des présidentielles. Ils ont eu Giscard. En 95, nouvelle présidentielle. Ils voudront un vieux. Ils auront Giscard. Je souhaite bien du plaisir à Philippe Seguin quand il rencontrera Giscard la prochaine fois. Second au palmarès de l'humour, Henri Nallet, qui devant les revendications des agriculteurs avait dit le plan sécheresse n'est pas un arrosage. Si vous me le permettez, auprès des agriculteurs, je voudrais leur dire que c'est peut-être de l'humour noir que j'ai fait, sans doute involontaire. Ah, dur votre prochain voyage dans nos campagnes, monsieur le ministre. Autre lauréat, le garde des Sceaux, Pierre Arpaillange, pour avoir dit qu'en 89, sur 52 évadés, 53 avaient été repris. Mais au fait qu'est devenu le 53e, il crie, paraît-il, encore son innocence. Enfin, en récidiviste, André Santini, l'an dernier, il avait été primé pour avoir dit « Saint-Louis rendait la justice sous un chêne », Arpaillange la rend comme un gland. Cette fois, c'est le pauvre de Courtrai qui a été victime, parce que je l'entendais débattre sur le préservatif et j'avais constaté qu'il n'y avait rien compris. La preuve, il l'avait mis à l'index. L'humour, c'est faire rire de soi. L'esprit est plus cruel, on fait rire des autres. Alors j'essaye d'avoir beaucoup d'humour et un peu d'esprit. Voilà, fin de cette édition. Les programmes sur la 3 ce soir à 20h05. Dans quelques minutes, la classe. À 20h35, la marche du siècle de Jean-Marie Cavada. Le dossier ce soir, l'eau, le nouvel or noir. À 22h15, le prochain rendez-vous avec l'info, soir 3, présenté par Marc Hautemont. Tout de suite, la météo complète de Michel Touré. Bonsoir, à demain.